Je m'en souviens. Avec Gilles Proulx. Chers amis, aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un personnage dont on connaît peu sur son passé. Il a pourtant été important, et on le sait, il a un comté au Québec, il a des noms de rue ici et là. Il a été le patron de Jacques Cartier. Et Jacques Cartier lui a désobéi. Il va finir dans la honte avec ses diamants du Canada qui n'étaient que du mica. Vous avez peut-être deviné le patron de Jacques Cartier, lors du 3e voyage, quand il est venu chez nous, était Jean-François de la Rocque, sieur de Roberval. Alors, il a été perçu comme un usurpateur, en prenant injustement la place de Jacques Cartier, qui devait au départ organiser un 3e voyage chez nous. Mais pourquoi François Ier a-t-il changé d'idée et confié le commandement du voyage à Roberval plutôt qu'à Cartier? Cartier, tu vas être dans le groupe de l'armada de Roberval, mais tu n'es plus le patron, le grand explorateur. Toujours est-il que c'est à la lecture d'un livre consacré à Roberval, qui a été publié, ça fait pas longtemps, 2013, je vous le recommande, qui s'appelle « La rumeur dorée » de l'historien Bernard Allaire, qui nous a donné envie d'en savoir un peu plus. Mais d'abord, on va se situer dans le contexte historique. 1534, François Ier envoie Jacques Cartier explorer, découvrir, conquérir, chercher des richesses et la route vers la Chine à partir de Terre-Neuve, endroit fréquenté par les pêcheurs. Lors de son premier voyage, vous le savez, avec 61 hommes, Cartier croise des Micmacs dans la baie des Chaleurs. Puis 5 jours plus tard, le 24 juillet 1534, il rencontre à Gaspé des Iroquois venus du village de Stadacone, c'est-à-dire Québec. Ces derniers voient d'un très mauvais œil ce Français qui arrive planter une croix et prendre officiellement possession du territoire au nom du roi de France. Rusé, Cartier va réussir à repartir le lendemain pour Saint-Malo avec les 2 fils du chef. Et toujours est-il qu'il voulait qu'ils apprennent le français pour qu'ils puissent être des intermédiaires sur le chemin du retour. Un an plus tard, justement, 1535, grâce à ces guides amérindiens qui ont appris notre langue, Cartier se rend à Stadacone. Après les échanges cérémonieux, il établit son camp d'hiver sur la rivière Saint-Charles, près du parc Cartier-Brébeuf que vous connaissez. Et sans perdre de temps, et contre la volonté des Stadaconiens de Québec, il poursuit son exploration du fleuve en direction du village iroquoien d'Hochelaga, à l'emplacement actuel de Montréal. Convaincu que la Chine est tout près, il voudrait bien aller plus loin, mais il ne peut pas franchir les rapides de la Chine. Ce sera plus tard. Alors le temps est venu pour lui d'entrer au campement en prévision de la saison froide. L'hiver va être dur, il n'y a pas de doute. Son équipage de 110 hommes souffre du scorbut et au moins 25 personnes décèdent. Presque tous seront gravement malades, sauf Cartier, il avait une santé de fer, et 3 ou 4 autres. Mais malgré tout cela, grâce à un remède fourni par les Iroquois, on évitera le pire, c'est la gomme d'épinette, comme vous le savez. Cependant, depuis son voyage à Hochelaga, les relations avec les Indiens se sont détériorées. Cartier se sent encore plus en danger en ayant une partie de son équipage affaiblie par la maladie. Il est bien mal à l'aise. Et puis, son bateau est entouré de glace. Le printemps arrive enfin, le 6 mai 1536. Cartier hisse les voiles de seulement 2 de ses 3 navires à cause d'un manque d'hommes pour rentrer au plus sacrant à Saint-Malo. Alors, il explique au roi que la faune et la flore canadiennes sont impressionnantes, que le territoire est vaste et comprend 3 provinces, Canada, Hochelaga et Saguenay, et surtout que, selon les Amérindiens, il existe un mystérieux royaume à découvrir qui pourrait être aussi riche que le Pérou,
Vous connaissez l'expression « c'est pas le Pérou ». Alors les Espagnols en profitaient en allant au Pérou, en trouvant tout ce qu'ils cherchaient, qui n'était pas le cas dans les terres canadiennes. Du bois, des poissons, du castor, rien de plus. Alors pour en apprendre plus sur les secrets de ce royaume qui avait été vanté par les Amérindiens, Cartier a d'ailleurs amené le chef Donnacona cette fois et une dizaine de ses sujets pour les faire parler des richesses qu'on y retrouve. Cartier espère que là, lors du 3e voyage, il va percer le secret de la rumeur dorée, comme on l'appelait, entretenue par les Amérindiens, et trouver enfin la route de la Chine. Alors, Cartier a le goût du 3e voyage, trouver justement la route qui va compétitionner la France à l'Espagne avec son Pérou. Alors, la France de François Ier, justement, venait de signer un traité de paix avec l'Espagne de Charles Quint, le puissant Charles Quint. Et grâce à l'intervention du pape, Paul III, les deux pays catholiques se réconcilient. Le roi juge que le moment est venu pour la France de reprendre le temps perdu sur l'Espagne et le Portugal, qui s'enrichissent à vue d'œil grâce à l'Amérique. Alors, il annonce son intention de monter une nouvelle expédition vers le Canada, malgré ses conseillers qui disaient autour du trône du roi « Ce sont des dépenses inutiles. Perdez pas votre temps avec ça. La France veut et doit être présente dans le Nouveau Monde, insiste le roi. L'Espagne et le Portugal s'y opposent, car ils craignent justement un subterfuge pour venir faire la guerre en Amérique. Des espions suivent l'élaboration du projet français. L'Espagne menace d'attaquer les navires de François Ier, mais celui-ci va réussir à persuader le pape de son droit, lui avec, d'acquérir de nouveaux territoires, d'autant plus qu'il a l'intention d'évangéliser les Indiens, les sauvages. Le 17 octobre 1540, Cartier apprend qu'il sera le maître pilote de ce 3e voyage qu'il désire. Enfin, il se dit, l'explorateur breton, il était temps et c'est moi qui vais réaliser la recherche de ce Pérou dans l'Amérique du Nord. Mais justement, quelques mois avant qu'on décide de partir, on étudie tout ça, le roi va décider de lui attribuer un patron à ce Cartier, même si on a l'intention d'aller là-bas avec du monde pour créer une colonie, d'évangéliser. Cartier, le navigateur, l'explorateur, n'a pas les compétences nécessaires. Là, il s'agit d'implanter une colonie, de faire du développement et amener du monde, donc, et les mêler aux Indiens. Faire un peu comme les Espagnols réussissaient à faire chez les Amérindiens d'Amérique centrale ou d'Amérique du Sud et du Pérou notamment. Alors, il faut lui attribuer, pour une tâche semblable, un patron qui est un militaire, un gars capable de diriger, de gouverner la nouvelle colonie qui va naître. Et ça va coûter cher. Alors, il faut confier ça à un fidèle, un ami du roi, un gars qui a de l'expérience, et en plus de ça, un protestant. Alors, il y avait des chicanes, justement, entre protestants et catholiques. On va envoyer Jean-François de Larocque, sieur de Roberval. Donc, Roberval, au début de la quarantaine, se voit confier la première expédition coloniale française en Amérique. Il aura, lui, cette mission première d'implanter du monde. Cartier, pour sa part, aura pour mission de l'accompagner pour le guider, parce qu'il connaît la route, tout simplement. Et on cherche toujours le royaume qui mène vers la route de la Chine. Alors que le premier voyage de Cartier avait coûté à peu près 6 000 livres, celui-ci coûtera 8 fois plus, 45 000. Et l'historien Bernard Allaire nous le dit, dans La rumeur dorée, que Roberval fait partie de l'état-major français. C'est un spécialiste du génie militaire. Il a affronté la mort à plusieurs reprises sur les champs de bataille et a vu des milliers de soldats mourir au combat.
Dans les faits, Roberval devra avoir beaucoup de poigne pour diriger cette nouvelle colonie. Alors il va voir à tout. Voyez-vous, Cartier n'est pas capable de faire ça, de dire le roi. Vous allez devoir faire la guerre, Roberval, au besoin en tout cas, imposer l'ordre et la justice, créer des seigneuries, bâtir des forts et des habitations. Comme il est difficile de recruter des colons volontaires, et afin de minimiser les coûts, parce que les hommes de métier, les forgerons, les serruriers, les charpentiers, les menuisiers, les chirurgiens, les maçons, ça coûte cher. Alors le bon roi a l'étonnante idée de vider les bagnes et les pénitenciers surpeuplés en recrutant des prisonniers, des condamnés. À noter que le roi exige même que les prisonniers déboursent les frais de leur transport de leurs cellules au port d'où ils partiront. Incroyable! On ne verrait pas ça aujourd'hui, hein? En choisissant un militaire, le roi François souhaite imiter l'Espagne et le Portugal, qui sont établis en Amérique en le conquérant par les armes. François Ier ne veut plus se contenter d'explorer, lui. Il veut étendre son royaume et prendre sa place dans le monde, aux côtés du Portugal, aux côtés de l'Espagne. Roberval aura tous les pouvoirs, y compris celui de vie et de mort, s'il le faut. Le roi François Ier voyait grand. Mais justement, l'expédition va bien changer son projet. Quand on pense qu'il faut prévoir 3 mois de navigation juste pour traverser, et que tous ces intrépides colons devront s'organiser pour se nourrir, se loger, se protéger du froid, se défendre contre les Amérindiens plus tard, s'ils deviennent menaçants, il s'agit bien d'une expédition pour le moins périlleuse, hein? D'autant plus que parmi les nombreux prisonniers amenés dans la colonie, se trouve un certain nombre de malfrats, des meurtriers, des assassins, des voleurs, des violeurs, des mendiants à qui on prévoit, d'ailleurs, de confier des travaux les plus difficiles. Autrement dit, des travaux forcés, quoi. Le départ est prévu au printemps 1541. Cartier est le premier à partir de Saint-Malo avec une flotte de 5 navires. Le 23 mai, il hisse les voiles. Tandis que Roberval, lui, envisage de prendre le large 1 mois plus tard, lorsqu'il sera prêt. Alors, ce qui n'est pas le cas, il ne sera pas prêt. Il est victime de ses lenteurs. Il attend encore des prisonniers toujours, et des provisions, bien sûr, et puis des équipements de guerre, au cas où la guerre reprendrait avec l'Espagne. La traversée de Cartier prend une 30aine de jours. Il est chanceux. Il s'arrête dans la région de Terre-Neuve pour attendre Roberval, qui n'arrive pas. Ce n'est qu'au mois d'août que Cartier se rend enfin à Québec, et toujours sans Roberval. Cartier a des comptes à rendre aux gens de Stadacone qui veulent savoir où sont leurs compatriotes. Il explique que Donnacona, malheureusement, il l'avait amené en France, vous le savez, et ses sujets ont préféré demeurer en France où ils vivent en seigneurs. Et il leur conte toute une histoire. En fait, en réalité, ils sont tous morts, sauf peut-être une jeune fille. Tout ce qui intéresse Cartier, c'est de s'éloigner au plus vite du village iroquoien, parce qu'il sait qu'ils sont plutôt hostiles maintenant, et de remonter le fleuve jusqu'au Cap-Rouge pour y établir une colonie. Il se méfie des Autochtones et de toute façon, pense-t-il que les relations avec les Amérindiens relèvent plutôt de Roberval, alors c'est à lui de s'occuper de tout ça. Cartier nomme l'endroit où la colonie s'établira Charlesbourg-Royal, en l'honneur de Charles, le 3e fils de François Ier, nom qui existe encore aujourd'hui. Pour la construction, il suit les plans tracés en France à partir de ses découvertes lors de ses voyages précédents. Alors, l'emplacement choisi se trouve à l'embouchure de la rivière du Cap-Rouge, dont la forte dénivellation va en faciliter la défense. On construit 2 fortins, un premier sur la rive et un deuxième plus défensif sur le cap, au confluent du fleuve et de la rivière. En septembre, 2 semaines après son arrivée, Cartier renvoie 2 navires en France pour aller prendre des nouvelles de Roberval qui n'arrivent pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il y a des marchandises à nous apporter, des vivres.
Il a tellement hâte de découvrir le fameux royaume doré qu'il abandonne le commandement de la colonie à un second pour se rendre à Hochelaga, donc à Montréal, et tenter de franchir les rapides de la Chine, mais il devra rebrousser chemin avant d'atteindre le lac des Deux Montagnes. On peut se demander s'il n'a pas été imprudent en quittant la colonie, qui est mal protégée en l'absence de Roberval à Port-de-Ça et de ses militaires. Puis, il a tous ses prisonniers soumis aux travaux forcés, dont certains sont des meurtriers, des gens très dangereux. N'aurait-il pas mieux fait pour Cartier de faire preuve de patience, d'administrer la colonie jusqu'à l'arrivée de Roberval? Alors là, il faut donc se préparer au pire. Ce sera bientôt l'hiver, et toujours pas de trace de Roberval, qui lambine. Heureusement, ce n'est pas son premier voyage. Cartier connaît ça, il sait comment se prévenir contre le scorbut maintenant. On accélère les travaux de fortification, et de toute façon, il n'y a rien d'autre à faire que travailler, manger, dormir et prier. Prier pour que le printemps arrive le plus vite possible. Et au retour des beaux jours, pas de Roberval en vue. Ces deux navires reviennent avec du ravitaillement, mais sans nouvelles de Roberval. Plus inquiet, il est informé que la guerre a repris entre la France et l'Espagne. Cartier songe donc, dans cette condition-là, de retourner en France, d'autant plus qu'il est convaincu d'avoir trouvé des pierres et des métaux précieux. Il a une vingtaine de barils remplis de ce qui croit être de l'or et des diamants. En juin, Cartier n'en peut plus d'attendre. La colonie rembarque. Sur les 5 navires, on hisse les voiles et au revoir la Nouvelle-France. Alors tout ce monde, quand on dit que nous sommes des descendants de prisonniers, vous voyez que c'est faux, puisque Cartier les a ramenés en France. La guerre a repris entre la France et l'Espagne. Est-ce que ce serait ça l'explication du retard de Roberval? Ou bien s'est-il perdu en mer? Comment expliquer qu'un an plus tard, Roberval n'est toujours pas arrivé? Qu'est-ce qu'il a fait pendant tout ce temps-là? En l'absence de Roberval, la colonie était en danger. C'est lui qui devait transporter les équipements militaires et la nourriture et des membres de la colonie. Et sa mission principale était de défendre la nouvelle colonie de toute attaque possible, qu'elle vienne des Indiens ou des Espagnols ou même des prisonniers. Et en 1 an plus tard, on l'attendait toujours. Alors Roberval, le piétineux, n'en finissait pas de se préparer sa flotte de 3 navires. Il lui manquait toujours quelque chose. Et au moment de partir, la trêve a été rompue entre François Ier et Charles V. Alors, plus question pour Roberval d'abandonner son bon roi. Il reporte encore son départ au printemps suivant. Il va sillonner les côtes, interceptera des navires qui transportaient des marchandises destinées à l'Espagne. Il va être accusé de piraterie, mais il était plutôt un corsaire, agissant pour les intérêts du roi. C'était ça la différence entre un pirate et un corsaire. Le corsaire donnait une partie du butin au roi. Alors tout ça pour en arriver en avril 1542, au départ de Roberval et sa flotte de 3 navires, avec 200 militaires, des prisonniers, des colons, des femmes, des enfants. En juin, il croise la flottille de Cartier dans le port de Saint-Jean-Terre-Neuve. Cartier fait son rapport. Il justifie son départ de Cap-Rouge par l'hostilité des Amérindiens. Roberval lui intime l'ordre de revenir à Québec ou à Cap-Rouge, de rebrousser chemin. Cartier profite de la nuit et des brouillards pour s'enfuir avec tout son monde. C'est franchement étonnant que Cartier obéisse à son patron. Il veut retourner en France pour montrer au roi ses succès. J'ai des métaux précieux, des diamants, comme les Espagnols au Pérou. Alors on pourra le comprendre. Alors c'est pour ça qu'il se fout un peu de la directive de son patron Roberval. Mais Cartier va commettre toute une erreur impardonnable. Le roi tenait à la réussite de la coûteuse expédition.
Sa désobéissance et sa cargaison sans valeur, puisque c'était du mica, vont entacher la réputation à tout jamais de Cartier. Quant à Roberval, malgré des effectifs réduits, il poursuit son voyage vers Cap-Rouge. Et en chemin, scandalisé par le comportement, écoutez bien celle-là, elle est merveilleuse, on devrait faire un film. Scandalisé par le comportement de deux amants à bord du bateau, il les abandonne dans l'île du Diable, tout près de Harrington Harbour, sur la basse côte nord. L'amant va mourir, mais elle, la belle petite fille, qu'on dit être sa nièce, avait-il les yeux dessus, sera rescapée et racontera son histoire plus tard. Voilà tout un beau roman et une belle pièce de théâtre, n'est-ce pas, qu'on va réussir à écrire d'ailleurs. Mais Roberval n'entend pas rire, c'est un gars sérieux. Il ne s'arrête même pas à Québec, il n'a pas le temps, il veut s'en aller à Cap-Rouge, et toujours est-il qu'à la fin de juillet, il vient à bout de s'installer pour l'hiver. Il renomme Charlesbourg Royal François et prévoit partir à la recherche du royaume du Saguenay au printemps, là où les Indiens lui ont fait croire que c'était la route des épices. En attendant, il renvoie 2 navires informer le roi de sa situation et demander du ravitaillement. La colonie compte à peine une centaine de militaires, presque autant de prisonniers, plus des hommes de métier et des colons. Roberval a quand même une poigne de fer. À la moindre désobéissance, il intervient pour punir. Pendaison, fouet, emprisonnement. Pas question de tolérer le moindre écart de conduite. Alors, l'hiver venu, le scorbut fait ses ravages, une 50aine de personnes meurent, Cartier aurait pu les sauver, il était resté là, il connaissait la formule, mais il n'est pas là. Ce n'est qu'en juin que Roberval va partir en expédition avec 8 barques. Le périple tourne à la catastrophe. Vent contraire, eau agitée, une barque renversée dans les rapides, 8 noyés, rien de bon, encore des malheurs puis des malheurs pour cette entreprise qui finit comme elle a commencé, très mal. Ces 2 navires reviennent donc en France avec bien peu de ravitaillement et une mauvaise nouvelle. Tout le monde doit rembarquer avant la mi-juillet. On abandonne tout. Le roi rappelle tout le monde. La guerre a repris avec l'Espagne de Charles Quint. Le roi réclame Roberval à ses côtés. Donc, fini la trêve d'une colonie française dans le Nouveau Monde. Tant mieux, de dire l'historien Jacques Lacourtière. C'est une bonne affaire, parce que cette Nouvelle-France méritait mieux qu'être fondée sur une colonisation pénale. C'est son point de vue. Mais d'apprendre de la plume de Bernard Allaire, dans La Rumeur dorée, que Roberval a tout abandonné sur ordre du roi pour combattre à ses côtés, change un peu l'image négative qu'on se faisait de Roberval. On croyait d'abord qu'il avait tout laissé tomber par lâcheté. Enfin, on peut douter encore quand même. La France et l'Espagne finiront par faire la paix. Cartier demandera un remboursement pour ses frais de voyage en 1544. Ça va être refusé. Il mourra en 1557, emporté par la peste, dans son manoir à Limoilou, en banlieue de Saint-Malo, qu'on peut encore visiter, chers amis. Quant à Roberval, il est récompensé pour ses services. Il s'occupe d'exploitation minière pour le royaume. Il voudra bien diriger une nouvelle expédition coloniale, mais la mort de François Ier, son ami, met fin au projet. Puis la mort tragique de Henri II plonge la France en guerre civile, où les protestants et catholiques s'affrontent. Roberval, qui est protestant, est tué dans une bagarre. On n'est qu'au début, dans le fond, d'une longue guerre des religions en France. La France a donc englouti beaucoup d'argent dans l'entreprise de Cartier-Roberval, qui s'est terminée en queue de poisson.
À qui la faute, allez-vous me demander? Est-ce au roi, qui n'a pas exigé que Roberval et Cartier partent ensemble? Est-ce la faute de Cartier, qui a laissé tomber le projet de colonie pour aller montrer ses faux diamants au roi, pensant qu'il serait réhabilité, lui qui avait été insulté de devenir le subalterne de Roberval? Roberval avait-il les compétences requises pour réussir? Cartier, frustré d'être relégué au second rang, a-t-il privé volontairement Roberval de son expertise? Comme vous voyez, les idéologies, parfois, ça empêche bien des réalisations, les mesquineries, les conflits de personnalité. Et que dire de tous les retards pris par Roberval dans l'exécution de sa mission? Cela dit, la France tentera plus tard de s'implanter de nouveau en Amérique, d'abord au Brésil pour être chassée par les Portugais, puis en Floride pour être chassée par les Espagnols. C'est un peu par dépit qu'elle reviendra au Canada pour continuer la pêche des morues, la chasse des baleines, reprendre ses explorations et développer le commerce des fourrures avec des compagnies qui auront l'obligation de coloniser et fonder la Nouvelle-France, mais qui vont trahir l'idéal, et pour ça, il faudra attendre quasiment 70 ans plus tard l'arrivée de Samuel de Champlain en 1608, le vrai fondateur du pays, qui aura repris les cartes de Cartier pour entreprendre à peu près le même chemin en entrant dans le majestueux Saint-Laurent.